Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous propose un cours complet, hein, donc consacré à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la première séquence ou premier chapitre, hein, on dira plutôt chapitre. Donc l'affirmation des totalitarismes et la guerre, hein. Donc c'est bien le premier chapitre d'histoire du programme de terminale techno. Donc la problématique que je vous propose, comment l'affirmation des régimes totalitaires conduit-elle à la Seconde Guerre mondiale? Alors d'emblée, on pourrait peut-être s'arrêter sur la définition du terme totalitarisme, à ne pas confondre avec guerre totale, hein, d'ailleurs, qui qualifie d'abord la Première Guerre mondiale. Donc c'est un régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés autour d'un petit nombre de dirigeants, donc d'un dictateur, hein, ou d'un parti unique, hein, comme bien sûr le parti nazi en Allemagne. Donc l'État exerce une domination totale, hein, sur les activités au nom d'une idéologie. Donc en clair, ce terme qualifie les trois grands régimes donc totalitaires qui se sont développés dans les années 20 et les années 30, donc à savoir l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'URSS stalinienne. Donc on va d'abord s'intéresser plutôt aux origines donc du conflit, et pour ça, bien sûr, il faut revenir sur les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc je vous le dis d'emblée, mais il est quand même conseillé de suivre le cours avec comme support une carte, notamment bon, celle que je vais laisser sur l'espace en ligne, hein, voilà, donc je vais pas forcément m'embêter à faire des montages et intégrer des cartes, mais enfin voilà, je vous conseille en parallèle de bien consulter les cartes que l'on pourra avoir vues ensemble. Donc pour le coup, on va s'intéresser donc dans la séance 1, en quoi la paix après la Première Guerre mondiale a-t-elle été ratée. Donc je ne vais pas revenir évidemment sur l'ensemble de la Première Guerre mondiale, hein, donc ça c'est du programme de première, mais on va commencer donc en grand 1 par ce qu'on pourrait appeler le diktat du traité de Versailles. Donc à savoir qu'un diktat avec un K, hein, c'est un terme allemand qui signifie une chose imposée, parce qu'on va bien comprendre que les Allemands n'ont jamais accepté ce traité extrêmement sévère à leur égard. Donc l'armistice du 11 novembre 1918 n'est qu'un cessez-le-feu préalable à la paix, et le véritable traité de paix est signé donc le 28 juin 1919, après plusieurs semaines de négociations, dans le château de Versailles, donc on voit quand même tout le symbole de la victoire française, entre uniquement les pays vainqueurs. Donc il faut bien comprendre déjà que d'emblée, on signe une paix, mais on n'a pas convié à la table des négociations les États vaincus, notamment l'Allemagne et l'Autriche. Ce qui, on verra, est une lourde erreur politique. Donc il y a plusieurs visions parmi les vainqueurs, donc plus ou moins sévères, on dira, à l'égard des vaincus. Et c'est la vision française, en fait, qui va l'emporter à travers Georges Clemenceau, donc qui est, depuis 1917, président du Conseil, hein, on dirait Premier ministre, hein. Donc Clemenceau, qui a déjà une très longue carrière politique derrière lui, qui est déjà assez âgé, et qui va être appelé au pouvoir en 1917, et on va le surnommer d'ailleurs le père la victoire. Alors il y a une autre conception qui est celle des Américains, hein, on en reparlera d'ailleurs plus tard, mais c'est la conception, on va dire, peut-être un peu moins sévère à l'égard de l'Allemagne, qui est celle du président américain, donc Wilson. Et les Anglais, on dira, sont un peu entre les deux. Donc, comme je disais, c'est la conception française qui va l'emporter, donc à savoir l'Allemagne qui va subir des conditions très, très dures, hein, donc elle doit déjà payer à la France notamment, ou à la Belgique, hein, du fait des invasions, de très lourdes réparations. Donc en clair, elle doit donner de l'argent ou des matières premières, ce qu'on peut comprendre. Il y a quand même eu voilà, 4 années d'occupation très dure et des pillages. Mais voilà, ces réparations vont peser énormément sur l'économie allemande, hein, qui va avoir beaucoup de mal à s'en remettre, avec une monnaie d'ailleurs qui ne vaut absolument plus rien, hein. Les gens payent littéralement leur pain avec des milliards de marques, hein, tellement que la monnaie ne vaut plus rien. Donc en tout cas, l'Allemagne doit aussi réduire son armée à seulement 100 000 hommes. Donc ça devient plutôt, voilà, on dira une force de maintien de l'ordre. Alors elle se voit aussi interdire des armes modernes, hein, notamment les sous-marins. Son aviation aussi est très réduite. Elle n'a pas le droit non plus d'employer des blindés. Donc voilà, l'armée allemande est réduite à la portion congrue. Donc on comprend que les Allemands, militaires ou civils, hein, d'ailleurs, considèrent ce traité
comme un véritable diktat, hein, donc une chose imposée et une humiliation. On y reviendra, mais bien sûr, c'est l'une des grandes causes, hein, de la volonté de revanche des Allemands. Alors, il y en a d'autres aussi parmi les vainqueurs, hein, qui se sentent lésés, c'est notamment les Italiens. Donc on avait bien vu que l'Italie va changer de camp, en fait. Au départ, elle était alliée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et en 1915, elle change de bord et passe du côté des Alliés. Et donc les Italiens estiment que leur intervention n'a pas été assez récompensée. On parle d'une expression, enfin, d'une victoire qui a été mutilée, hein, une victoire qui n'est pas complète, car en fait les Italiens réclamaient des territoires aux dépens de l'Autriche, et ces territoires ne lui ont pas été donnés. Donc les Italiens se sentent humiliés, incompris, et on comprendra bien d'ailleurs que dès 1919 va être formé le parti fasciste par Mussolini, hein, et qui va prendre le pouvoir dès 1922. Donc voilà, il y a un climat aussi de guerre civile en Italie, hein, voilà, entre les communistes et on dirait les conservateurs, la droite. Donc voilà, l'Italie connaît un climat politique très, très compliqué dans l'immédiate après-guerre. Donc voilà pour ce grand 1 à propos donc, du traité de Versailles. Donc en grand 2, on va voir les tensions nées de la fin des empires. Donc là, pour le coup, je vous conseillerais de regarder une carte, notamment celle qu'on a pu compléter en cours. Donc l'Empire allemand, en fait, est dissous tout début novembre 1918, avec l'abdication de l'empereur Guillaume II et l'instauration d'une république, hein, ce qu'on appelle la République de Weimar, hein, du nom d'une ville. Et donc c'est bien cette toute jeune république qui, le 11 novembre 18, signe la paix. Hein, donc c'est pas l'Empire allemand, hein, ça faut l'avoir bien en tête. Donc c'est la naissance, hein, on pourrait dire, de la République allemande. On y reviendra évidemment sur le cas de l'Allemagne. Alors il y a un autre aussi empire qui est démembré, c'est l'empire austro-hongrois, hein, l'Autriche-Hongrie, et ça marque la naissance de nouveaux États. Donc l'Autriche, évidemment, en tant que telle, la Hongrie, hein, qui perd d'ailleurs beaucoup de territoire, la Tchécoslovaquie, donc à l'époque tchèques et slovaques sont encore réunis, ce qui n'est plus le cas maintenant, hein, la Pologne, et la Yougoslavie, hein, qui a été démembrée dans les années 1990, hein, donc c'est tous les pays, hein, comme la Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Macédoine, etc. Donc c'est la fin de ces deux grands empires, hein, empire d'Allemagne, empire austro-hongrois, et notamment l'empire austro-hongrois, hein, qui a perduré pendant quasiment 1000 ans. Alors il y a un autre empire aussi qui prend fin, c'est bien sûr l'empire russe, qui prend fin donc avec l'abdication du tsar Nicolas II, à l'issue d'une première révolution, donc en février 1917. Donc c'est une révolution, on dira, républicaine, mais les Russes continuent d'ailleurs la guerre, hein, contre les Allemands, sauf qu'en octobre donc 1917, il y a une deuxième révolution, une révolution, on dira, bolchevique, hein, c'est le nom qu'on donne aux communistes révolutionnaires à l'époque, menée par Lénine, hein, qui était en exil et qui revient donc d'exil. Et donc, avec sa petite armée de révolutionnaires, Lénine prend le pouvoir, donc chasse la République, le fameux Octobre Rouge, et instaure un régime communiste. Sauf que le pays va connaître 3 années de guerre civile entre les rouges, c'est-à-dire les communistes, et les blancs, les tsaristes, hein, donc qui sont pour évidemment le retour de la monarchie, hein, bien sûr, hein, le tsar étant, on pourrait dire, le roi, l'empereur de Russie. Sachant que les Blancs sont soutenus militairement et financièrement par la France et le Royaume-Uni, qui vont même envoyer des troupes en Russie. Donc à l'issue de cette guerre civile, les Rouges l'emportent, et en 1922, la Russie devient officiellement l'URSS, Union donc des républiques socialistes soviétiques, on parle parfois aussi d'Union soviétique, sachant qu'un soviet, au départ, c'est une assemblée populaire. Alors c'est vrai qu'après on dira les soviétiques, hein, pour qualifier les habitants de l'URSS, sachant qu'il y a la Russie, bien sûr, mais aussi une bonne quinzaine de républiques, hein, pas toutes les cités, mais enfin voilà, il y a l'Ukraine, la Biélorussie, hein, tous les pays d'Asie centrale, tous les pays, hein, qui finissent en stan. Bon, bah là, je vais pas faire toute la liste, mais enfin voilà, l'URSS, c'est bien sûr la Russie et une dizaine de républiques. Alors, dernier empire aussi à être disloqué, c'est bien sûr l'empire turc ottoman, qui est donc démembré en 1920, sous l'action du grand dirigeant turc qui s'appelle Mustafa Kemal, et ça donne naissance à la République de Turquie, hein, qui est donc à l'époque une république laïque, et qui perd aussi, enfin la Turquie va perdre de nombreux territoires, qui vont être placés sous protectorat, on dirait sous mandat franco-britannique. Donc ainsi, hein, la France va récupérer la Syrie et le Liban,
tandis que la Grande-Bretagne récupère la tutelle sur la Jordanie, la Palestine, l'Iran et l'Irak. Je fais une petite parenthèse, mais c'est à l'époque déjà que des Juifs d'Europe ont pour projet de créer l'État d'Israël. Hein, ça va être facilité par le fait que justement la Palestine est sous mandat britannique. Donc voilà, pour terminer, on retient quand même, c'est une date clé dans l'histoire, hein, on va dire l'immédiate après Première Guerre, parce que c'est la fin de 4 grands empires en Europe, et donc la naissance de nouvelles nations. En grand 3, voyons les limites de la SDN. Donc la SDN, c'est la Société des Nations, hein, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre de l'ONU. Donc elle a été créée en juin 1919, donc par le traité de Versailles. Elle siège donc à Genève, donc en Suisse, hein, qui est un pays neutre, et donc elle repose sur les 14 points du président américain Wilson, et elle vise à éviter les conflits par la voie diplomatique. Alors je reviens un instant sur ces 14 points, c'est important parce que voilà, c'est au départ un discours prononcé par le président américain qui s'appelle Wilson, un discours devant le Congrès américain, donc le Congrès c'est les sénateurs plus les représentants, on dirait les députés, et donc il annonce en 14 points, on est là en janvier 18, donc la guerre n'est pas terminée, mais un programme de paix en Europe, avec notamment la volonté de créer de nouvelles nations, comme on l'a vu précédemment. Le but c'est de reconstruire évidemment l'Europe, d'empêcher les guerres, et aussi d'assurer le libre-échange. Donc c'est voilà, une date clé aussi dans l'histoire, parce que c'est la volonté, en tout cas chez les Américains, d'imposer la paix en Europe. Alors au départ, et c'est là aussi la grande erreur, on va dire, des vainqueurs, c'est que les pays vaincus, donc comme l'Allemagne, ne sont pas admis au départ dans la Société des Nations. Ils vont être admis plus tard, en 1926. Et d'ailleurs, bon, bah, dès 1933, Hitler, quand il arrive au pouvoir, fait que l'Allemagne quitte la SDN. Alors là aussi, c'est quand même assez étonnant, voire un peu absurde, c'est qu'on avait bien compris que c'était Wilson qui avait poussé la création de la SDN, mais le Sénat américain va refuser l'adhésion. Donc jamais les Américains ne vont rentrer dans la SDN. En fait, les Américains ont une volonté très isolationniste. Ils ne veulent plus s'empêtrer dans les conflits européens. On a quand même bien vu que les États-Unis étaient intervenus massivement à partir de 1917, donc du côté des Alliés. Et les Américains considèrent que le traité de Versailles est un mauvais traité, et qu'il porte en germe déjà la volonté de revanche des Allemands. Alors, en tout cas, la SDN a un mauvais rôle, en tout cas dans l'histoire. Voilà, on va considérer qu'elle est faible. Alors, elle va réussir quand même à éviter quelques conflits localisés en Europe, mais elle ne va évidemment pas empêcher la marche à la Deuxième Guerre. Et d'ailleurs, bon, la SDN prend le contrôle de certains territoires qui sont l'objet de tensions, notamment la région de la Sarre en Allemagne, donc à la frontière française, ou la ville de Danzig en Pologne, hein, que les Allemands voudraient récupérer, et qui sera d'ailleurs le prétexte de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, hein, donc en septembre 1939. Donc en tout cas, voilà, retenez bien la SDN, fondée en 1919, mais elle n'arrivera jamais, en tout cas, à empêcher l'essor des régimes totalitaires et la marche à la guerre. Alors, je reviens donc dans cette deuxième séance, relativement rapidement, hein, mais sur les régimes totalitaires proprement dits. Donc avec comme problématique, comment se sont affirmés les régimes totalitaires dans les années 1920-1930. Donc on va commencer d'abord par la prise du pouvoir de Staline en URSS. Donc Lénine meurt de maladie en 1924, et lui succède donc Staline, qui va écarter ses concurrents, notamment Trotsky, hein, qui fera assassiner d'ailleurs plus tard, assez connu Trotsky, hein, voilà, c'est une autre façon d'être communiste, hein, il y a les staliniens et les trotskistes, et en tout cas, voilà, Trotsky est assassiné dans les années 30 sur l'ordre de Staline. Donc c'est bien Staline qui va renforcer le totalitarisme en URSS, avec pour projet d'industrialiser l'URSS, qui est très très en retard, évidemment, d'un point de vue technologique ou industriel. Donc il va d'abord lancer un programme de collectivisation de l'économie, c'est-à-dire que tout va appartenir à l'État ou à des coopératives d'ouvriers ou de paysans, hein. Donc bien sûr, dans le communisme, il n'y a pas de propriété privée des moyens de production, hein, il n'y a pas de patrons qui possèdent en leur bien propre les usines, hein, donc tout appartient soit à l'État, soit à des coopératives de travailleurs. Alors, c'est une collectivisation qui va se passer de manière très dure, parce qu'en clair, des millions de paysans propriétaires, donc des petits propriétaires, ils possèdent quelques hectares ou du bétail, hein, ce qu'on appelle des koulaks, vont être expropriés. Et s'ils sont pas d'accord, on leur prend leur terre, hein, et s'ils sont pas d'accord,
eh ben, ils sont tués ou envoyés hein, dans les camps de travaux forcés qu'on appelle les goulags. Donc ça c'est connu, hein, ce qu'on appelle la dékoulakisation, hein, c'est-à-dire que l'État prend le contrôle des terres agricoles aux dépens des petits propriétaires russes ou ukrainiens. Alors dans le même temps, et ça c'est quand même une réussite on va dire de Staline, c'est qu'il va industrialiser le pays à très grande vitesse, hein, et donc il va rattraper voilà, les puissances occidentales, grâce à des plans quinquennaux. Donc un plan quinquennal, c'est une politique donc, de l'État qui fixe à l'avance, sur une période de 5 ans, hein, d'où le terme quinquennal, les volumes de production à atteindre. Donc on dira à telle usine de produire X tonnes de matériel, ou à une mine de produire X tonnes de charbon. Donc c'est voilà, des objectifs de production, et ce plan va plutôt bien marcher, parce que les objectifs vont être remplis avant même la tranche de 5 ans. Donc en tout cas, retenez, hein, l'URSS va s'industrialiser et moderniser notamment son armée, avec des blindés et de l'aviation. Alors il faut voir aussi qu'en 1932, dans le contexte de la dékoulakisation, une terrible famine frappe l'Ukraine. On estime à des millions de morts, hein. Ça fait partie voilà, de l'histoire sombre du communisme, hein, mais c'est voilà, une terrible famine qui va emporter des millions de personnes en Ukraine. Et entre 1936 et 1939, des purges sont organisées parmi les dirigeants du parti ou parmi les officiers de l'armée rouge. Hein. Quand on parle de purge, en fait, on élimine physiquement hein, les opposants ou ceux qui ne sont pas assez pour Staline. Hein, ce qui fait que d'ailleurs qu'en 39 ou en 40, l'armée russe hein, n'est pas prête à la guerre, hein, parce qu'elle a perdu beaucoup de ses officiers qui ont été ni plus ni moins que fusillés par les partisans de Staline. Dans un deuxième point, voyons la prise du pouvoir des fascistes en Italie. Alors depuis 1922, donc c'est assez tôt dans la période, hein, l'Italie est dirigée donc par Benito Mussolini, qui est le fondateur du parti fasciste, qui a donc été désigné président du Conseil, donc Premier ministre, par le roi Victor Emmanuel III, parce qu'à l'époque, l'Italie est une monarchie parlementaire. Savoir qu'il a pris le pouvoir quand même plus ou moins par la force, parce que voilà, avec ses troupes, ses partisans, il a marché sur Rome, ce qu'on appelle la marche sur Rome. Il a mis, on va dire, la pression sur le roi, et le roi bon, se dit, bon, il vaut mieux avoir Mussolini à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc en tout cas, voilà, Mussolini est appelé au pouvoir par le roi. Donc, revenons quand même sur le terme de fascisme. Donc ça vient de l'italien, fasci, qui veut dire des faisceaux. En fait, des faisceaux, c'était des baguettes, on dirait des matraques utilisées les Romains de l'Antiquité pour mater la foule. Donc c'est un symbole plutôt de pouvoir, de force. Et donc c'est un mouvement politique d'extrême droite qui mêle l'ultranationalisme et le populisme. Alors il y a certes une dimension aussi raciale, mais moindre que chez les nazis. Hein. Il n'y a pas voilà, la volonté d'éliminer les juifs forcément en tant que tels. Enfin voilà, clairement, maintenant quand on parle de fascisme, hein, on parlera d'extrême droite, mais il y a aussi un côté populiste aussi, parfois même aussi anticapitaliste ou anti-bourgeois. Alors il faut voir qu'à partir de 1925, là Mussolini va vraiment instaurer un régime dictatorial, il va imposer ce qu'on appelle les lois fascistissimes, donc sous-entendu suprêmement fascistes, où là, bah voilà, il instaure un régime totalitaire, hein, il y a des opposants qui sont assassinés, notamment Matteotti, qui est un grand leader de la gauche, voilà, qui est assassiné, le parti communiste est interdit, enfin bon voilà, donc là le pays est mis en coupe réglée. Et il faut voir aussi que Mussolini, ce qui va le perdre hein, d'ailleurs, a aussi une volonté impérialiste, hein, une volonté aussi coloniale. L'armée italienne, en fait, envahit l'Éthiopie, depuis la Somalie, hein, la Libye et la Somalie étaient des colonies italiennes, l'Éthiopie qui était un pays libre, un pays indépendant, et qui était même membre de l'SDN. Et donc les Alliés ben, ne bougent pas, hein, la SDN ne va pas bouger, et donc en 1935, après une guerre d'invasion, l'Éthiopie devient pour un temps possession italienne. Alors dans le même temps, il faut bien voir comme Mussolini va réussir son programme économique, hein, voilà, relancer l'agriculture et l'économie italienne avec une politique de grands travaux, hein, donc une rénovation urbaine notamment, industrielle. Et l'Italie se dote d'une immense flotte de guerre en mer Méditerranée. Donc voilà pour l'Italie fasciste, hein, évidemment alliée à l'Allemagne nazie, hein, ce qu'on va appeler l'axe Rome-Berlin. Donc en grand 3, voyons la prise du pouvoir des nazis en Allemagne. Il y aurait beaucoup à dire, hein, je vais faire relativement court, mais en 1919, donc un dénommé Adolf Hitler prend la tête du parti nazi, un nazi qui est la contraction de national,
hein, donc qui veut dire national en allemand, donc on pourrait parler du Parti national-socialiste, donc qui est un parti d'extrême droite, anticommuniste, antisémite, qui voilà, a beaucoup de points communs avec le fascisme italien, mais avec une dimension raciale beaucoup plus importante. En effet, le parti nazi fonde ses théories sur le pan-germanisme, donc un vieux mouvement politique dès le 19e siècle en Allemagne, hein, le pan-germanisme, pan-PAN, hein, ce qui signifie tout, tous les Germains. Donc ce mouvement cherche à faire renaître l'Empire d'Allemagne, hein, l'Empire germanique, qu'on appelle aussi le Troisième Reich. Donc c'est pour ça que pour l'Allemagne nazie, on parlera du Troisième Reich, Troisième Empire. Donc le pan-germanisme, c'est intéressant à noter parce que c'est voilà, une volonté d'expansion du peuple allemand, ou germanique, à travers la conquête d'un espace vital, en faisant la conquête de l'Europe de l'Est et en annexant les régions germanophones. Parce que le problème, c'est qu'il y a des populations allemandes, on dira germanophones, qui sont hors de l'Allemagne. On en trouve en Pologne, on en trouve en Tchécoslovaquie, et on en trouve bien sûr en Autriche. Rappelons quand même que Hitler, au départ, hein, est né autrichien. Donc voilà, les nazis vont fédérer autour d'eux cette volonté des Allemands d'être réunis dans un même État, avec bien sûr une dimension antisémite qui est tout à fait notable. Donc en 1924, Hitler, donc à la tête de son petit parti, il a une milice aussi, qui s'appelle les SA, tente un coup d'État contre la République de Weimar. Sauf que ce coup d'État est mal préparé et il est jeté en prison. Il va d'ailleurs en profiter pour écrire son célèbre manuel Mein Kampf, Mon combat, et il comprend qu'en fait il doit arriver au pouvoir par la voie démocratique. Alors ce qui est décisif, c'est qu'il va s'allier avec des grands industriels allemands. Hein. Tous les grands industriels allemands, en clair, vont faire des chèques au parti nazi, parce qu'en échange, les nazis disent, bah voilà, si on arrive au pouvoir, on va relancer l'industrie d'armement, notamment. Et donc ça, c'est tout bénef, bien sûr, pour les grands industriels allemands. Et il remet en cause, bien sûr, le traité de Versailles, en décidant, donc dès sa prise de pouvoir en 1933, hein, par la voie démocratique, hein, de relancer la production d'armement, notamment de blindés et d'aviation. Il va également remettre des troupes à remilitariser la Rhénanie, donc qui est la région frontalière avec la France. Et également, il va faire augmenter les effectifs de l'armée. Alors, je ne vais pas trop développer là, mais bien sûr, il y a aussi un antisémitisme d'État qui va se mettre en place, avec l'interdiction aussi, bon, on peut le voir, des partis, notamment du Parti communiste. Mais bon, on connaît, hein, voilà, 1935, les lois de Nuremberg, les lois anti-juives. En 1938 aussi, la nuit de cristal, hein, où enfin voilà, des boutiques, des commerces juifs sont attaqués, les juifs commencent à être déportés dès cette époque-là. On y reviendra hein, quand on parlera de la politique d'extermination menée par les nazis. Hein. Là j'ai vu plutôt les aspects de politique étrangère. Voilà, donc je m'arrête pour cette première grande partie sur les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.